Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui se cache sous la robe. Premier épisode de l'année 2025 où j'ai la grande joie d'accueillir Anaïs Garcia. Ça fait un moment que je voulais l'inviter, donc je suis ravie de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Anaïs est sophrologue, elle est basée sur Lyon, elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et c'est une personne que j'ai rencontrée via LinkedIn et spéciale dédicace à Wesley, parce que c'est grâce à Anaïs que j'ai rencontré Wesley, qui est ni plus ni moins l'entremetteur de l'existence de ce podcast, parce que c'est Wesley qui m'a accompagnée pour monter le podcast. Il est très professionnel, son accompagnement est tip top. Et j'en profite pour remercier Anaïs, du coup, et Wesley. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de sophrologie. Bonjour Anaïs. Bonjour Guylaine. Enchantée, ravie de te recevoir. Également. Donc dis-nous en plus, présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, Anaïs Garcia, comme tu l'as dit, moi j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants. J'habite à proximité de Lyon et j'exerce comme sophrologue et formatrice. Formatrice en soft skills, donc les compétences psychosociales qui sont des compétences transverses qui peuvent être développées quel que soit son métier, qui permettent à la fois de mieux exercer son métier et aussi de mieux se sentir dans l'exercice de son métier. Voilà, et le hasard, s'il existe, a fait que j'exerce principalement auprès des avocats depuis 5-6 ans, depuis que j'ai commencé ce métier. Voilà, c'est vraiment le hasard. Hein. Je ne connaissais aucun avocat, je ne connaissais pas tout le jargon, la culture de ce métier. Et en fait, j'ai accompagné un cabinet d'avocats à la réduction du stress au sein du cabinet. Ça leur a beaucoup plu. Et suite à ça, ma carte a circulé. J'ai rencontré les bâtonniers de l'époque, Serge et Joël. Serge Degas, Joël Forest-Chalvin, qui avaient un fort intérêt pour le bien-être des avocats. Et voilà, on a mis en place des choses ensemble. C'était en 2019-2020. Et puis ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, pour moi. Et à côté de ça, j'exerce comme sophrologue. Donc, je suis installée dans un centre médical au nord de Lyon, Satonnet-Camp. Vraiment 15 minutes aller du nord de Lyon, où là je reçois des avocats, mais pas que, des adultes, des enfants, des adolescents sur des problématiques variées, et que j'accompagne avec la sophrologie, entre autres. Ok, merci. Surtout ce qui a trait à l'avocat, on y reviendra tout à l'heure. Moi, j'aimerais d'abord qu'on commence par que tu nous expliques c'est quoi la sophrologie. Ouais, alors la sophrologie, déjà ça vient du grec, sos, phrène et logos. Alors je vais pas être pompeuse là au début de l'épisode, mais bon, je trouve que des fois la définition des mots se trouve dans leur étymologie. Donc sos, phrène, logos, c'est du grec. Si on part par la fin, ça veut dire l'étude d'une conscience harmonieuse. La conscience, c'est phrène. Ça a été créé dans les années 60 par un neuropsychiatre colombien, Dr Alfonso Caicedo, qui a proposé ça qui a développé ça, qui l'a proposé dans son milieu médical, et ça a permis d'améliorer la qualité de vie en fait des patients
Et à ce Mmh. moment-là, ça s'est su et rapidement, c'est sorti de son milieu à lui pour aller dans plein d'autres domaines. Donc, je pense au sport de haut niveau, Oui. d'abord individuel puis collectif, et ensuite dans plein d'autres milieux. Alors, c'est plutôt connu en Europe, un peu moins dans le monde anglo-saxon. Ça vient Intéressant. progressivement. C'est des Européennes qui, voilà, qui se Ah ouais, déplacent et parce qui. qu'habituellement, c'est plutôt l'inverse. Eh On ben oui, mais constate parce que c'est que né en Espagne du coup, et d'accord. voilà, mais bon, peut-être que ça va se développer de plus en plus, souvent par des Européennes qui s'installent, qui traduisent et qui voilà, qui expliquent cette technique-là. La sophrologie, c'est une démarche de connaissance de soi. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde vient, enfin, une grande majorité des gens viennent à la sophrologie pour se déstresser, pour Oui. s'apaiser, pour calmer leurs émotions, ou demandent une intervention d'entreprise pour apaiser les salariés, voire parfois en espérant pouvoir les rendre plus productifs, ou parfois pour calmer les enfants, voilà, les Mmh. détendre, faire en sorte qu'ils puissent être un peu moins bruyants. Voilà, c'est des demandes que j'entends régulièrement. Donc ça, c'est les demandes qu'on me fait. En réalité, ce ne sont absolument pas du tout les objectifs de la sophrologie. Ah oui. L'objectif de la sophrologie, s'il y en a un, parce qu'on est plutôt dans une démarche, on le verra plus tard, mais sans analyse, sans jugement, plutôt dans la découverte, la curiosité, presque un peu la contemplation, en tout cas de l'accueil de ce qui est là. L'objectif de la sophrologie, donc s'il y en a un, je rajoute cette phrase, c'est d'apprendre à mieux se connaître. C'est-à-dire que pendant une séance de sophro, je vais fermer les yeux pour percevoir davantage ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on peut parler d'introspection, c'est le regard qui est tourné à l'intérieur, mais Mmh. aussi d'interoception, c'est la perception des sensations, mais intérieures dans le corps. Et du coup, si je m'entraîne à faire ça régulièrement, appuyer sur pause, observer ce qui se passe en moi, tiens, il y a quoi comme sensation et où? Tiens, qu'est-ce que je ressens, mais réellement, sans avoir une quête de supprimer ça si c'est désagréable, ou Mmh. d'activer quelque chose de plus sympa si j'en ai besoin. Et puis, je peux même aussi observer mes pensées. Plus je m'entraîne à faire ça, et plus j'ai de l'information en fait sur moi-même, parce que ça fait partie de qui je suis, en tout cas à un instant T. Et c'est pour ça qu'on parle de démarche de connaissance de soi. Et ce qui peut se passer, c'est que plus je vais faire ça, et plus en fait, ça va peut-être m'amener à me sentir mieux, à être déstressée, à m'apaiser. Mais j'ai envie de rajouter ou pas. Puisque quand Oui. j'observe ce qui est à l'intérieur de moi, eh ben moi je suis comme tout le monde. Il y a de l'agréable, il y a du désagréable. J'observe des choses qui sont normales en fait et qui font partie de l'aventure humaine. Donc il peut y avoir, voilà, il peut y avoir des choses agréables, il peut y avoir des choses désagréables. Et c'est pas parce que j'observe du désagréable que plus tard ça va pas m'amener vers un mieux-être et vice versa en fait. Je me donne l'opportunité courageuse d'observer ce qui est là à l'intérieur de moi, de l'accueillir tel que c'est, plutôt que peut-être ce qu'on peut avoir plus facilement l'habitude de faire, le mettre sous le tapis et puis foncer quand même. D'accord. Donc si je résume, tu es en train de nous dire que c'est vrai que dans l'acception, j'ai envie de dire générale, on voit la sophrologie comme un outil qui nous permettrait, la première idée qui vient à l'esprit, c'est, de baisser le stress. Moi personnellement, je sais que, je l'ai utilisé, enfin j'ai proposé à mes enfants de le pratiquer, parce que je j'impose pas, mais, je leur ai proposé de le pratiquer sur, des troubles du sommeil. J'avais mon fils qui faisait, pas mal de cauchemars et qui le perturbait et il m'en a fait part et du coup, avec la sophrologie, il a pu, baisser l'impact de ces cauchemars, et retrouver une qualité de sommeil assez importante. Il y a eu ça et il y a eu, effectivement, hem la gestion des émotions. Je sais que certains apprécient moyennement l'expression, mais je préfère gérer les émotions que les maîtriser. Parce que moi-même, pendant très longtemps, j'ai mis un bon couvercle sur les émotions et j'ai dit: «Tais-toi, je sais que tu es là, mais tu m'embêtes». Non, ça fonctionne pas du tout, hein, bien évidemment. Tous nos comportements, même inefficaces, ont une fonction utile. Donc Oui, moi aussi, j'ai mis un couvercle pendant des années, ça a eu une fonction, mais peut-être qu'un jour, on a envie de faire autrement. c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, en tous les cas, dans ma vision de la sophrologie, c'est, gérer son stress,
retrouver un sommeil réparateur. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de situations, classiques que tes clients viennent, En fait, moi, j'aime bien séparer les conséquences, plutôt d'ailleurs les bénéfices obtenus, qui sont ceux que tu viens de donner, et il y en a d'autres. J'aime bien séparer ça de l'objectif. La manière dont on va le faire, c'est pas, on va pas tout de suite se dire, allez, on gère le stress. Non, on va juste reprendre contact avec nos sensations, nos émotions, nos pensées. Hein. Parce que dans notre culture occidentale, notre société occidentale, on peut passer clairement sa vie entière à côté de ça. Hein. On est dans notre corps, hein, on ne vit, on interagit avec les autres qu'avec notre corps, que depuis notre corps, mais on peut clairement mettre le couvercle dessus et ne pas en avoir conscience. C'est en ça que j'explique qu'il y a le bénéfice obtenu, mais l'objectif, enfin, la manière dont on le fait demande en quelque sorte de se détacher de cet objectif. Simplement parce que des fois, le problème est dans l'existence même de la question. Parce que je veux absolument dégommer ce stress, et ben, il y a une partie de ma difficulté à le faire réside en partie dans le fait que c'est un problème pour moi aujourd'hui. Je sais pas si je suis très claire. Si, si. Tu distingues effectivement, enfin, on peut avoir une question, un besoin à l'origine et de se dire: «Tiens, je fais appel à la sophrologie» et toi, tu distingues l'objectif, les bénéfices que tu vas en tirer avec la manière dont vous allez cheminer, en fait. Exactement. En fait, évidemment, je pars de ce que veulent les gens. Moi, je ne veux rien pour les autres. J'ai déjà suffisamment à faire avec moi-même. Donc moi, au début, j'accompagne les gens à se mettre au clair avec eux-mêmes, parce que souvent on sait ce qu'on veut plus, on vient de le dire, hein, gérer le stress, ne plus faire de cauchemars, etc. On dit ce qu'on veut plus. Moi, je les aide à se projeter, envisager, même faire émerger quelque chose qu'ils ont peut-être jamais eu l'opportunité d'imaginer de, bah, ce serait quoi l'inverse? En fait, je voudrais quoi à la place de plus de stress, plus de cauchemars? C'est vrai, on le formule de manière négative. Je les accompagne pour bien se mettre au clair là-dessus, chercher les sources de motivation, chercher qu'est-ce qui voudra dire que c'est atteint aussi pour mettre une ligne d'arrivée en quelque sorte, même si après, il peut y avoir d'autres objectifs. Hein. Quels sont mes obstacles? Pourquoi finalement aujourd'hui j'y arrive pas? Ça, c'est hyper intéressant. Ça montre les zones un peu de frein. Et quelles sont mes ressources à développer ou que j'ai déjà qui vont me permettre de contourner ces obstacles? Et à partir de ça, effectivement, c'est nécessaire malgré tout de lâcher prise un peu sur l'objectif pour que ce soit le cheminement par la pratique de la sophro qui est pas du tout une pratique axée sur la performance en fait. C'est ça qui est, moi, je trouve ça assez rigolo parce que je trouve que dans la sophro, il y a beaucoup de bon sens. Et je trouve que les choses sont simples. Voilà, on s'invite à relâcher les tensions, à respirer, à juste placer notre attention peut-être dans le bout du pouce droit. Tu vois, c'est des choses qui me paraissent simples. Mais en fait, on est surentraîné, en tout cas dans notre société occidentale, à faire l'inverse, à être partout sauf dans notre corps, à être à plein d'endroits en même temps, à avoir une tension, parfois une hypervigilance pour se sentir efficace, etc. Et donc du coup, la pratique de la sophrologie, elle peut parfois au début être un peu déroutante parce que ça nécessite ce réapprentissage et de se dire, bah non, en fait, nous, on va se détacher de l'objectif parce que c'est le chemin qui va peut-être nous y amener. Et en fonction, enfin voilà, il y a un temps différent. En tout cas, je pense que le détachement de l'objectif permet assez fréquemment de l'atteindre plus rapidement. Ou tu vois, où il va y avoir des phrases comme ah bah ouais, tiens, je m'étais pas rendu compte que ça va mieux. Tu vois, une progression qui se conscientise ensuite en fait. Oui. OK. Moi, j'aime bien ton approche, en fait, de la sophrologie parce que, et je comprends, franchement pourquoi on s'entend aussi bien. C'est, c'est, c'est très, très, très proche de ma pratique, en fait, de coaching où effectivement on base, en fait, un objectif puisque le coaching et le fait d'accompagner les gens dans l'action, on les aide à se mettre en mouvement, en action et effectivement souvent, comme pour tes clients, ils viennent parce qu'ils, ne veulent plus d'une certaine situation. Ça peut être, alors on peut être très, très proche sur le stress. Moi, j'ai une cliente, qui est venue me voir parce que, dans son activité, il y a un pic d'activité qui se concentre sur une période bien précise de l'année, qui engendre énormément de stress. Il y a des délais à respecter, une exigence des clients et des partenaires et c'est une période qui revient, annuellement et plus ça va, plus, ça lui pèse, en fait. Donc elle venait pour dire, «Moi ça je ne veux plus. Je ne veux plus la vivre comme ça. Je veux la traverser,
je veux faire mon boulot aussi impeccablement que ce que je faisais jusqu'à maintenant, mais je ne veux plus subir cette pression-là. Donc c'est vrai que des fois, ils viennent en disant: «Je ne veux plus de quelque chose». Parfois, j'ai, à l'inverse des clients qui disent, tout simplement: «Bah, j'aimerais mieux me comprendre, mieux me connaître». Donc là, on n'est pas dans un «je ne veux plus», mais «je veux quelque chose». Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on commence toujours par déterminer un objectif parce qu'en fait, ils fixent, heu, la destination, le cap à suivre. Et effectivement, derrière, après, ben, on chemine, enfin, ils cheminent, moi à côté d'eux, mais ils savent pas par quoi ils vont passer, en fait. Et c'est vrai que des fois, c'est important de rappeler l'objectif pour dire: «Attends, on part pas un petit peu dans tous les sens. On a quand même un objectif global à atteindre». Mais c'est aussi important, comme tu le dis, de s'en détacher parce que des fois, j'ai des clients qui stressent rien qu'à l'idée de poser un objectif. J'ai un client qui m'a appelé juste avant le 1er, on avait fait l'entretien préalable et la première séance, c'est la séance où on pose l'objectif et il était en total stress et il m'appelle 10 minutes avant en disant: «Je viens pas». Qu'est-ce qui fait que vous t'en es arrivé là? Et en fait, il était en train de m'expliquer qu'il stressait rien qu'à l'idée de poser un objectif. Donc des fois, c'est important aussi de pouvoir prendre du recul. Si vous rentrez dans cette démarche-là, que ce soit la sophrologie pour dans ton cas et avec ton approche ou moi avec le coaching, c'est vrai qu'on peut avoir des clients où au contraire, il faut se détacher de l'enjeu qu'on peut mettre derrière la fixation d'un objectif. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas de modèle précis d'accompagnement. Notamment parce que je suis dans un centre médical, donc j'accompagne pas que des avocats et j'accompagne des gens aussi qui ont des problèmes de santé ou qui vont très mal ou moyennement mal et qui parfois vont mieux. Hein. C'est mon souhait évidemment, mais moi je ne veux rien pour eux. Je suis à leur côté au rythme qui va être le leur. Et il y a des personnes à la première séance, il va être possible de fixer cet objectif et même de clarifier jusqu'au bout, d'être vraiment au clair. Comme ça, à la fin, on sait si la sophro fait partie des ressources. Hein, l'idée, cet objectif, cette clarification-là, elle montre à la fin aussi les ressources. Il peut ne pas y avoir la sophro et dans ce cas-là, ils y voient plus clair et voilà, ils développent les ressources qu'ils ont déjà ou avec d'autres disciplines. Et sinon, si on observe que la sophro peut être une des ressources, c'est à partir de là que j'accompagne en sophrologie ou avec d'autres outils d'ailleurs. On pourra y revenir. Mais il y a des personnes pour qui l'émergence même de la possibilité d'envisager un objectif va intervenir beaucoup plus tard. Et ça, voilà, plus il y a un épuisement, plus il y a une difficulté, en termes psychiques, de santé mentale, et plus, il faut être en douceur. Et il y avait une expression qu'on m'avait transmise, je l'ai plus exactement, mais en gros, quand on accompagne, il faut être, il faudrait que je la retrouve pour te la dire précisément, mais ce que j'ai retenu, c'est c'est 3 pas derrière, mais sans jamais cesser de 3 pas derrière la personne qu'on accompagne, tu vois, mais sans jamais cesser d'être là et de soutenir en fait pour avancer, mais jamais devant, hein, comme tu l'as dit, on est à côté. Hein. Tout à fait, oui. Ouais, et puis ou derrière après, ça d'ailleurs, dépend du même chemin plus. de chacun. Exactement, exactement. Et ça, c'est imprévisible. Et c'est ça la beauté de notre métier aussi. C'est que chaque personne que je rencontre est unique. C'est vraiment un univers à part entière. Et au-delà de la personne, chaque séance avec ces personnes est aussi unique. J'arrive, je ne sais pas, même si j'ai déjà vu la personne. Bien sûr, ce qu'on s'est dit avant va me donner de la matière, mais peut-être qu'elle va arriver avec toute autre chose. Et c'est moi qui suis à son service et pas l'inverse. Donc, de m'adapter à ça, ouais. C'est beau, hein, ce lâcher prise et cette ouverture totale. En tout cas, moi, ça me passionne. Hein. Ça me passionne. Ah bah ça s'entend. Et justement, tiens, comme tu l'as abordé justement, comment alors j'ai bien entendu, tu n'as pas de schéma type, de processus, de séance, mais, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, comment se déroulent les séances avec toi? Ouais, alors déjà, moi, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Donc là, on parle de l'accompagnement individuel, c'est ça des séances de sophrologie. Celui qui te parle le mieux, Alors, le plus.
Pour clarifier, déjà, moi, j'ai plusieurs manières de proposer mes services, soit en individuel, donc à mon cabinet, ou en ligne. Ça peut être pour des avocats et pour tout autre type de personnes. Mais aussi, à côté de ça, je propose des accompagnements plutôt collectifs. Donc, ça peut être la dimension de ce que j'appelle sophrologie en entreprise. Là-dedans, il peut y avoir un atelier découverte, un séminaire, un moment fort. On a envie de passer un beau moment, avoir quelques outils rapides avec quelques heures d'atelier. Donc, je propose ça. Il y a des cabinets d'avocats chez qui je vais régulièrement, toutes les 3 semaines en général, depuis plusieurs années. Là, on obtient bien meilleurs résultats parce qu'on entretient en fait les bénéfices en permanence. Donc, les outils s'acquièrent. Ils montent en compétences en permanence et en plus, ça crée une cohésion d'équipe au bout de plusieurs années, évidemment. Et ensuite, je propose de la formation. Donc, je propose de permettre aux équipes de monter en compétences sur 4 thématiques différentes qui sont la gestion du stress, l'intelligence émotionnelle, la confiance, je le dis tout court parce que c'est la confiance en soi, mais aussi en les autres. Moi, je suis convaincue que ça prend exactement la même source. Et ensuite, l'intelligence relationnelle et la communication. Donc, c'est 4 formations dans lesquelles j'utilise la pratique de la sophrologie, mais aussi d'autres choses pour faire monter les équipes en compétences. Voilà, donc je voulais clarifier par rapport aux offres. Et donc, du coup, si ta question est plutôt sur l'accompagnement individuel, en général, il y a un premier contact, mais pas toujours. Les gens, parfois, prennent rendez-vous directement sur mon site internet. Mais sinon, moi, je suis toujours dispo pour échanger par écrit ou par téléphone. Les premières séances, j'accueille la personne telle qu'elle est. Des fois, les gens ont besoin aussi beaucoup de parler, d'exprimer ce qui va pas ou ce qui va, en tout cas ce qu'ils veulent. Et ensuite, sur la table. Exactement. Et ensuite, quand je me rends compte que c'est possible, mais comme je te dis, je m'ajuste en permanence, donc je vais te dire quelque chose de moyen, mais ça n'existe pas la moyenne en fait là-dedans. Je propose aux personnes, par rapport à tout ce qu'elles ont dit, de me dire ce qu'elles veulent en fait, pour commencer à permettre au cerveau de se projeter sur ce que ça pourrait être, ce dont ils ont envie. Donc ça nécessite aussi de laisser de côté le cortex préfrontal qui veut comprendre comment il va le faire, si c'est possible, etc. Lui, on va lui faire appel à lui, évidemment, mais plus tard, parce que sinon, c'est comme si on prenait toutes les deux, là, on se lançait à traverser l'Atlantique et voilà, on voulait plutôt que regarder le cap, le phare très loin, et on regardait comment est chaque vague et on choisissait le chemin en fonction des vagues. Non, on regarde le cap et après on va ajuster pendant le voyage, quoi. L'idée c'est de clarifier qu'ils trouvent donc les sources de motivation, à quoi ils sauront que c'est atteint, les obstacles, les ressources, et à partir de cette photo qui est un instant T, de pouvoir cheminer. Moi, je propose donc de la sophrologie. Dans la sophro, ça je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a 3 familles d'outils qui sont la respiration, des mouvements corporels. On n'est pas toujours immobile. En tout cas, il n'y a aucune injonction à être immobile d'ailleurs dans la sophro. Et de la visualisation ou préparation mentale, où on invite le cerveau en fait à s'imaginer semer les graines de la réussite dans le futur. Ça fonctionne exactement de la même manière pour assainir le lien qu'on a peut-être avec des événements du passé. Voilà, je fais juste une parenthèse sur la respiration, parce que tout le monde aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, tout le monde dit la respiration, c'est la clé de plein de choses. Alors ça, moi, j'en suis convaincue. Il y a de plus en plus d'études scientifiques à ce sujet-là. Mais en fait, le gros problème qu'on a avec la respiration, c'est que tout le monde respire. Donc, vu que tout le monde sait faire, même si on se dit que c'est la clé, c'est pas très motivant de se dire d'apprendre à respirer différemment, parce qu'on se dit, au pire, je le fais déjà. C'est ça, mais en fait, on ne sait pas respirer. On respire pour un besoin physiologique parce que sinon on meurt. Mais la respiration qui est enseignée enseignée, oui, parce qu'en fait, oui, on réapprend à respirer en sophrologie notamment. C'est complètement autre chose parce qu'effectivement, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Déjà, on conscientise le fait de respirer. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais rien que ça. Donc on est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ferme les yeux, on s'écoute, on se regarde, on tourne le regard vers soi-même et on essaye de savoir par où ça passe, où ça circule, l'effet que ça a et comment ça peut ressortir. Et effectivement, après, il y a eu plein d'études sur le nerf vague, l'influence avec la respiration, le nerf vague qui fait baisser les tensions.
Mais c'est vrai que, ça peut paraître effectivement un peu bête quand on dit: «Bah, on apprend à respirer». Bah oui, bah, tu es mignonne, j'ai appris à respirer, je sortais à peine du ventre de ma maman parce que sinon je serais pas en vie. Oui, mais en fait, on sait mal respirer donc au final, je pense que ton apport, il est surtout à nous apprendre à bien respirer dans le sens de se reconnecter. Hem, Tu apportes quand tu fais les exercices de respiration à tes clients? Alors moi, j'aime bien dire un peu l'inverse. J'aime bien dire qu'en réalité, tout le monde sait respirer. D'accord. Comme Alors, en dehors des problèmes de santé, tout le monde sait a priori digérer, transpirer, enfin voilà, des fonctions physiologiques. Donc l'idée, ça va plutôt être de prendre conscience de comment est ma respiration maintenant, vraiment de l'accueillir et de l'accepter telle qu'elle est, aussi imparfaite que je puisse avoir l'impression de la trouver au moment où je l'observe. Et ça, c'est difficile, parce qu'on est Oui. câblés, nous, nos cerveaux occidentaux, notre culture, notre société, pour quand on observe quelque chose, il faut l'améliorer. Ah oui, d'accord, Mmh. je respire doucement. Allez, je veux respirer plus profondément. Donc, observer tel que c'est maintenant. Et petit à petit, c'est un chemin pratique, hein, comme on pourrait dire un sport, en fait. On s'améliore au fur et à mesure. L'idée, c'est de chercher, de trouver, de débusquer plutôt les obstacles à cette respiration physiologique et naturelle. Il n'y a rien, OK. je pense pas qu'il y ait des choses à ajouter pour respirer physiologiquement de manière optimale, mais plutôt qu'est-ce que je peux retirer en fait. Une bonne respiration, elle se fait par le nez parce que c'est l'organe de la respiration. La bouche, c'est c'est le lieu secondaire de la respiration quand on parle, quand on mange, quand on fait du sport, voilà, où le cardio augmente. Mais sinon, c'est par le nez. Et c'est très simple. L'air entre dans les poumons qui se remplissent, le diaphragme descend, et parce que le diaphragme descend, et ben tous les organes qui sont dans l'abdomen, sortent, et donc c'est pour ça que l'on dit que le ventre se gonfle. Et ensuite, chemin inverse, l'air sort, et donc le ventre se creuse. Donc ça paraît extrêmement simple, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vu que tout le monde le fait, et ben c'est une fonction qui est absolument méprisée. Et moi, je vais avoir plein de gens qui vont me dire: ah mais je respire mal parce que je suis stressée. Oui. Et en fait, c'est l'inverse. En C'est fait, parce qu'ils peut-être sont que je suis stressés qu'ils respirent stressée. mal. Ouais, peut-être que je suis stressée parce que je respire mal. Et peut-être que si Mmh. je prends 5 minutes pour respirer différemment, je vais peut-être me donner ou pas. Attention, hein, j'ai aucune recette magique, mais peut-être dans certaines situations, certains vont se dire: ah ouais, tiens, c'est fou là, j'ai ressenti du calme. Et en fait, parfois, notre cerveau, il se fait des montagnes, et donc on va chercher les causes qui viennent. Et évidemment, des fois, c'est nécessaire, hein, de l'enfance, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années, et un mix avec notre personnalité. Et donc, du coup, on fige un peu ça dans Mmh. l'espace et le temps, alors que la sophrologie, elle va nous proposer de marquer un instant de pause, d'observer notre respiration, de la modifier dans une direction plus physiologique, qui, je le rappelle, d'après moi, c'est retirer ce qui fait obstacle à une respiration fluide, tranquille, qui veut même pas atteindre d'objectif. Et en fait, en faisant ça, je vais peut-être me dire: ah bah ouais, tiens, ah bah ouais, quand je fais ça, je me sens apaisée pendant quelques Mmh. minutes, en fait. Mmh. Et du coup, ça m'aide aussi à reprendre mon pouvoir, à me dire: ah ouais, en fait, moi, je peux, entre guillemets, bien respirer, mais juste là, dans les 5 minutes qui viennent. Je suis pas totalement détraquée. J'ai pas forcément besoin de faire une année de suivi avec des techniques diverses et variées de respiration, parfois un petit peu de scène, hein, spectaculaire, hein, parce que c'est à la mode. Je peux faire des choses simples qui simplement Mmh. m'apportent un bénéfice immédiat, déjà, pour commencer. Et si ça marche, eh bien, pourquoi ne pas le répéter à plusieurs reprises, en fait. C'est ça l'idée. Parfois, les choses simples nous paraissent trop simples aussi. Et on va vouloir Ouais. chercher, non, il faudrait une respiration un peu plus spectaculaire. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Non, parfois, enfin, aujourd'hui, avec voilà Google, l'intelligence artificielle, absolument tous les outils sont disponibles gratuitement en ligne. Mmh. La vraie Mmh. question à se poser, c'est pourquoi on le fait pas en fait. Ouais, Pourquoi on le fait pas et pourquoi on le fait pas plus fréquemment en fait. Si on en a envie, attention, hein, moi j'ai rien bien sûr. à vendre. Je suis pas là pour faire du prosélytisme de quoi que ce soit, mais en tout cas, pour ceux qui en ont envie, pourquoi j'y arrive pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir le faire? On sait qu'on en a envie et on le fait pas, donc qu'est-ce qui nous manque pour y aller? Est-ce Après, il y a d'autres questions, c'est: est-ce qu'il y a un inconvénient à ce que je le fasse? Et Tout à parfois, c'est fait. là aussi, hein. Mmh. Ou est-ce que je vais perdre un avantage à plus faire comme je fais aujourd'hui?
parce que ça en a forcément. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis convaincue que tous nos comportements ont une fonction utile, même si c'est pas forcément efficace. Et donc, faut avoir cheminé là-dessus. Voilà, l'intérêt de le faire ou pas, quoi. OK, donc on a un peu brossé, j'ai envie de dire, les situations dans lesquelles tes clients viennent te voir, un petit peu, les différents outils que tu utilises. Du coup, j'ai envie de te demander, comment ils repartent tes clients? Ah Comment ils repartent? Ça dépend de chacun. À nouveau, je vais pas pouvoir te faire une moyenne. C'est très frustrant, hein, mais c'est la réalité de mon quotidien. Hein. Moi, je vois des individus uniques qui repartent chacun dans leur histoire avec des choses qui vont mieux, avec des choses peut-être aussi encore difficiles, de la lumière sur des choses à travailler ailleurs, peut-être avec d'autres professionnels. Surtout, j'espère, et je le vois, mais après la progression est différente en fonction des gens, ils repartent certainement avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes. C'est-à-dire être capable de plus se voir faire. Et c'est pas pour rien que dans sophrologie, Afro freine la conscience, en fait. On le dit jamais parce que c'est pompeux et personne y comprend rien dans cette phrase, mais l'objectif de la sophrologie, c'est d'élargir le champ de conscience de plus en plus largement. Alors, c'est pas un truc ésotérique ou paranormal, hein, on reste les deux pieds sur terre, hein, mais c'est juste prendre conscience de ce qui nous habite, ce qui nous traverse. D'abord en revenant dans le corps, prendre conscience de ses sensations, et puis après, on se voit de plus en plus faire, en fait, même dans nos réactions, dans nos comportements. Oui, mais ça fait un bien fou, en fait, de le conscientiser, parce que ça veut dire qu'on n'est plus positionné dans une position, en fait, où on subit les choses, puisqu'on conscientise ce qui nous arrive, et que du coup, on peut retrouver la capacité d'agir dessus. Tout à Et fait. ça, c'est génial. Enfin, c'est un cadeau qui est phénoménal. De se dire, en fait, tu peux agir sur toi, tu peux agir sur ton environnement, tu peux changer les choses si les choses ne te conviennent pas, rien qu'en conscientisant qui tu es, en comprenant beaucoup de mécanismes personnels. Ça permet de reprendre son pouvoir, en fait, je pense, en quelque sorte. Après, ça peut être inconfortable aussi, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout comportement a une fonction positive, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je souhaite rien pour les autres. Comme je le répète, j'ai suffisamment à faire moi-même. J'ai déjà bien du boulot avec moi. Hein, ça m'occupe bien. Donc, chacun chemine, voilà, à son rythme. Mais en tout cas, sur du long terme, effectivement, moi, je pense que ça ne peut qu'apporter plus de confort, d'être au courant de ce qui se joue en nous, ce qui se passe en nous, en sachant, pardon, excuse-moi, mais en sachant que ce sera jamais atteint aussi, en sachant que c'est un chemin et que, voilà, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une énorme partie aussi que je verrai jamais en moi, et heureusement, parce que je suis être humain et du coup, j'ai pas cette capacité à l'élargir. Et heureusement, hein, moi, je veux rester pleinement humaine avec toutes mes vulnérabilités, mes failles, tout ce que je vois pas en moi et que peut-être les autres voient en moi. C'est tellement plus facile aussi de voir chez l'autre. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Mais je voulais préciser du coup mon propos de tout à l'heure quand je disais de faire ce chemin-là nous permet de reprendre effectivement le pouvoir. Mais pour moi, c'est pas parce qu'on reprend le pouvoir qu'on va agir. Et justement, reprendre le pouvoir, c'est aussi de se dire ouais, mais en fait, même si la situation m'est inconfortable, je préfère y rester parce que du coup, ça nous permet de prendre la décision et on sait pourquoi on reste dans cette situation. Et ça, c'est un effet hyper bénéfique parce que ça nous enlève la culpabilité. On n'est pas obligé d'agir forcément dans du mieux ou dans du changement. On peut prendre la décision de rester dans la situation dans laquelle on est. Moi, je mets ça dans la catégorie agir. Rester là où on est, pour moi, c'est agir. Hein, mais ne pas agir, ce serait ne pas se poser la question et continuer comme on a toujours fait, entre guillemets. Donc oui, je partage ton propos, ouais. C'est ça, en fait, vraiment se détacher. Et c'est peut-être les freins qu'il y a autour de mon métier, comme si on pouvait croire qu'en tant que sophrologue,
j'attends quelque chose des gens, je veux qu'ils soient moins stressés, etc. Non, je suis à leur service pour voir ce qu'ils veulent eux, évidemment avec pas mal d'outils pour mettre de la clarté sur des choses dont ils me montrent la direction. Voilà, quand des gens viennent et qui parlent d'épuisement professionnel, il y a des outils évidemment pour leur proposer. Quand il y a des soignants ou des avocats qui viennent et qui peuvent avoir des relations parfois compliquées avec certains clients ou magistrats, il y a d'autres outils que j'explique et qui mettent de la lumière. Ah oui, d'accord, je comprends ce qui se joue. Et voilà, tu viens d'écouter la première partie de l'interview d'Anaïs Garcia. Dans la seconde partie, on va aborder la sophrologie auprès des avocats. Comment les avocats peuvent bénéficier de la sophrologie, qu'est-ce que ça leur apporte dans leur pratique au quotidien, qu'est-ce que ça leur apporte à eux également personnellement. Et je souhaitais également t'informer que la liste d'attente pour bénéficier du programme Oui, ose une installation est toujours ouverte. Donc si tu es avocat, si tu es installé depuis moins de 3 ans, que tu rencontres des blocages ou que tout simplement tu as besoin d'aide à développer ton installation pour pérenniser ton activité, ce programme t'est dédié. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur liste d'attente ou directement m'envoyer un message pour avoir plus d'informations.